Bienvenue donc à notre série de conférences sur l'élevage avicole pour une meilleure sécurité alimentaire qui va vous être présentée par Dr Amir Ben-David, vétérinaire spécialiste en pathologie aviaire. La conférence du jour est intitulée L'élevage de poulets de chair à grande et petite échelle. Donc, la conférence va être enregistrée. La vidéo sera disponible la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube afin que vous puissiez la visionner à nouveau et la partager avec vos amis et collègues. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Utilisez le bouton discussion sur la barre d'outils en bas de votre écran. Et sans plus tarder, je cède donc la parole à Dr Amir Ben-David. La conférence sera suivie de questions-réponses. Amir, tu peux commencer. Merci. Tout le monde m'entend? Le diaporama est visible sur votre écran? Parfait. Parfait. Alors, désolé. Merci de nouveau à Lara et à Tammy de nous avoir réunis tous et nous rencontrer sur cette rencontre Zoom. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'élevage de poulets de chair à grande échelle et petite échelle. Maintenant, je vous rappelle, chose que nous avons faite et discutée la fois passée, que le but de l'élevage avicole, soit-il en Afrique, en Israël ou n'importe où, est premièrement de gagner de l'argent. Deuxièmement, produire facilement, rapidement et de façon économique des protéines d'origine animale. Maintenant, quelle est la justification pour ça et pourquoi spécifiquement un élevage de volailles? Alors, nous avons déjà discuté ça et nous avons montré ce graphe la fois passée et nous montrons que la quantité d'aliments végétaux pour produire 1 kg de produit animal comestible, et vous voyez le coefficient le meilleur coefficient, le meilleur indice de consommation, évidemment pour la volaille, et la volaille se répartit en deux, poulets de chair et pondeuses. Les pondeuses, nous en parlerons la semaine prochaine, dans l'espoir que nous n'aurons pas tellement de problèmes pour me connecter la semaine prochaine. Et voilà un autre graphe qui nous explique de nouveau que pour produire 10 kg de nourriture donnée, et nous pouvons produire 1 kg de bœuf vis-à-vis de 5 kg de volaille. Évidemment, dans des pays musulmans et en Israël, l'élevage de porc n'est pas très fréquent. Et l'élevage, ici, on n'a pas montré l'élevage de vin, mais il est beaucoup moins rentable que l'élevage de volaille en ce qui concerne la production de kilogrammes d'aliments. Maintenant, transformer la quantité le pourcentage de protéines végétales transformées en protéines animales, vous voyez de nouveau que les poulets de chair et les œufs sont en première place, bien loin et bien écartés vis-à-vis de l'élevage bovin, ovin ou porcin. Et une autre chose, c'est le fait que pour faire un élevage de volailles, poulets de chair ou œufs, nous avons beaucoup moins besoin d'espace par rapport aux bovins et aux ovins qui se trouvent sur le pâturage, et les bovins dans des encercles qui sont beaucoup plus grands qu'un poulailler, soit-il un poulailler pour poulet de chair ou un poulailler d'œufs. Et les différents poulaillers de pondeuses, nous en parlerons, comme dit, la semaine prochaine. Et ici, nous résumons tout ce que nous venons de dire. Et les litres d'eau, évidemment, vous voyez, beaucoup moins pour l'élevage de poulets de chair, évidemment, kilogrammes de nourriture, etc. Autre chose qui est en faveur de l'élevage avicole, étant donné que nous parlons aussi d'écologie, chauffement du globe, etc., la production de gaz de serre est
la minimum en ce qui concerne, de tous ces élevages-là, en ce qui concerne l'élevage de poulets de chair. Et voilà la production, la consommation mondiale de viande selon un rapport de la FAO qui a été fait en 2015, je suppose, et vous voyez que l'augmentation de consommation de poulet de chair est la plus grande, tandis que il n'y a presque pas d'augmentation de consommation de viande bovine, ovine, etc. Donc, l'élevage de poulet de chair est, comme vous le voyez dans un futur à venir, et même aujourd'hui, est tout le temps en grandissant. Et maintenant, en ce qui concerne le poulet de chair, vous comprenez évidemment qu'ils sont issus les poussins que vous élevez, étant donné qu'en Afrique, l'élevage de parentaux et de grands-parents n'est pas très fréquent. Alors, un petit croquis pour nous expliquer comment ça se fait. Nous avons 4 races ou 4 souches de volailles, des volailles qui grandissent très vite, des les femelles qui pondent à un minimum d'œufs pour pouvoir avoir assez de poussins. Et donc, nous avons, en ce qui concerne les parentaux, la souche des mâles et la souche des femelles qui sont élevées séparément jusqu'à l'âge de la maturité sexuelle. Et ensuite, quand on les élève ensemble, nous avons les mâles qui sont très grands et très pesés et avec un indice de consommation assez bas vis-à-vis des femelles qui, elles, doivent pondre un minimum d'œufs. En général, on parle d'environ 185 œufs par saison par une saison de ponte. Et de ça, nous recevons le croisement qui est le poussin de chair que nous élevons aujourd'hui. Et vous voyez ici un autre croquis. Ça, c'est la ligne des mâles, la ligne des femelles en ce qui concerne les parentaux et les poussins que nous avons. Ce croquis est en fait pour les pondeuses, mais il est valable aussi pour les poulets de chair. Maintenant, autre chose que nous devons nous rappeler toujours, c'est le fait qu'il y a 57, 43, 60 ans, ceci était un poulet de chair. Aujourd'hui, nous parlons, et aujourd'hui je parle de 2005, depuis nous avons avancé du point de vue génétique, consommation, poids, etc., indice de consommation, etc., beaucoup plus, et nous arrivons à un animal qui, à l'âge de 56 jours, pèse, c'est-à-dire 56 jours, 8 semaines, ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Si il y a, dans les années 60, il pesait moins de 1 kg, aujourd'hui, nous avons un animal qui pèse déjà plus de 4 kg à l'âge de 8 semaines. Et en fait, la sélection génétique a créé un animal et de fait, chaque année, et grâce à ça, nous avançons d'un jour et l'envoi à l'abattoir. Et vous voyez ici un autre tableau qui nous résume ça. À 42 jours, vous avez, comparé aux années 60 et aux années 2000, les poids de ces animaux. Et je montre ça pour nous rappeler tous, à nous tous, qu'aujourd'hui, le poulet de chair que nous élevons n'est pas le poulet de chair d'il y a 20 ans, ni d'il y a 10 ans. C'est un animal qui progresse et grâce à la sélection artificielle et qui avance toujours de entre 50 et 100 grammes
de poids chaque année, ce qui veut dire que nous pouvons arriver chaque année à 1 jour de moins d'élevage. Maintenant, ceci dit, un des problèmes, surtout dans l'élevage de poulets de chair, c'est le fait que nous avons un problème de mortalité, de maladies, de pathogènes. Et la question est comment nous faisons pour diminuer ces problèmes-là ou les éviter. Et le plus important moyen de diminuer les problèmes de cette sorte est une bonne gestion du poulailler. C'est aussi, en ce qui concerne nous-mêmes les éleveurs, c'est le moyen le plus simple et qui coûte le moins. Et en général, comme écrit ici, le plus efficace. Et je dis ça justement parce que je suis vétérinaire et que je suis soi-disant responsable de maladies et de guérir les animaux, mais je parle aujourd'hui, quand nous parlons d'un élevage de poulets de chair intensif ou semi-intensif, d'éviter des problèmes et ne pas les résoudre. Maintenant, nous allons renouveler et nous rappeler de ce que nous avons parlé en ce qui concerne les poulaillers. Nous allons faire ça très, très vite. Et je vous rappelle, quand nous construisons un poulailler, il est très, très important de ne pas dépasser les 12 mètres de largeur. Peu importe quel poulailler il soit, sûrement quand il s'agit d'un poulailler d'aération naturelle. Deuxièmement, que nous devons nous rappeler, plus le poulailler est petit, les rendements et les résultats seront meilleurs, et ceci, nous le verrons tout de suite. Par terre en béton, évidemment, et le sol doit être en béton parce que la terre ne peut pas être ni lavée ni désinfectée. Et nous parlons aujourd'hui d'un animal, comme nous l'avons déjà vu, qui est complètement différent à la volaille que nous élevions il y a 10 ou 20 ans. Et donc, d'un côté, la croissance est beaucoup plus rapide, l'indice de consommation est beaucoup plus bas, donc nous pouvons gagner beaucoup plus, mais il est plus sensible à tel ou autre pathogène. Et les poulaillers d'aération naturelle, ou ce que nous appelons conventionnel, est très, très efficace en ce qui concerne les rendements. Et je vous rappelle, ce n'est pas forcément un mauvais poulailler parce que du point de vue économique, on ne doit presque rien investir en ce qui concerne l'équipage dans le poulailler d'un côté, ni non plus de l'électricité ou autre. Alors, ça, c'est en ce qui concerne le poulailler conventionnel. La deuxième question que nous devons nous poser quand nous allons faire un élevage de poulets de chair, c'est le marché auquel ces poulets sont destinés. Est-ce que nous avons affaire à des poulets à plumage blanc ou plumage brun, marron? Des gros poulets ou des petits poulets? Ça dépend du marché. Ici en Israël, les poulets de chair ne seront jamais à plumage brun parce que la peau n'est pas assez pâle pour le marché d'ici en Israël. Et c'est une question de tradition et des choses auxquelles nous sommes habitués. Si une dame va au marché, au supermarché, et va voir la peau du poulet à plumage brun, elle ne va pas acheter ce poulet simplement, pas parce que ce n'est pas bon ou au contraire c'est un meilleur poulet, mais du fait qu'elle n'est pas habituée à ça. Et donc ici en Israël, seulement le plumage blanc sera efficace. Et je vous raconte ça parce que quand j'ai été une fois aux Seychelles, là-bas, les gens sont habitués à des œufs
marron, à coquille marron et pas à coquille blanche. Et un éleveur a décidé d'apporter des lomanes à coquille blanche et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour d'autres raisons aussi, mais de ce fait-là, nous devons penser au marché, aux gens, à quoi ils sont habitués, qu'est-ce qu'ils recherchent. Et ceci, je le dis parce que je vous rappelle, nous sommes ici pour gagner de l'argent, pas pour faire un élevage, pas pour nourrir les gens et pas pour donner du travail aux gens qui se trouvent autour de nous. Alors, autre chose que nous devons savoir, est-ce que nous voulons de gros poulets ou de petits poulets? Et nous, ça veut dire le marché. Est-ce que le marché veut des poulets de 2,5 kg ou est-ce que le marché veut des poulets de 2,1 kg ou 1,8 kg? Ça existe aussi. Et ici en Israël, c'est une question qui se pose toujours parce qu'il y a un certain public qui achètent des petits poulets parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour s'acheter un grand poulet. Et du moment qu'ils ont déjà des protéines animales, ils préfèrent les petits poulets. Donc, c'est un marché. Les grands poulets, c'est un autre marché. Une question à nous poser et à tenir en compte quand nous allons faire notre élevage. Le poulailler, évidemment, nous en avons parlé, il y en a d'aération naturelle ou d'ambiance contrôlée. Souche de volaille, je viens d'en parler. Est-ce que nous voulons des souches de volaille de croissance rapide ou croissance diminuée? Et quand je parle de croissance rapide ou croissance diminuée, ce n'est pas forcément le poids du poulet, mais la façon dont il croît. Et aujourd'hui, la Cobb et la Ross se spécialisent dans des poulets de croissance très rapide, c'est-à-dire qu'à 35 jours de vie, les mâles arrivent et dépassent déjà les 2,5 kg dans un bon poulailler, tandis que nous avons la compagnie de Uber qui a plusieurs lignes, plusieurs souches de poulets de chair, certains à croissance rapide, mais pas autant que Cobb et Ross, et d'autres à croissance lente, ce qui veut dire que nous pouvons avoir des poulets de chair de 2 kg à 2 mois et demi, 3 mois. Ceci coûte de l'argent, mais il y a des gens qui préfèrent ça. Et évidemment, la ligne, la belle, qui est comparable à Uber de croissance et lente. Est-ce que nous avons affaire à un élevage intensif, c'est-à-dire est-ce que nous avons 1 million de poussins par cycle ou est-ce que nous avons 500 poussins par cycle? Et c'est une chose que nous devons tenir en compte aussi. Maintenant, en ce qui concerne la sélection, de nouveau, je vous montre, nous avons ici toute la population, un graphe qui montre la population et les qualités d'une certaine qualité choisie en ce qui concerne le sélectionneur de toute la population. Dans ce cas-là, disons par exemple le poids atteint à 6 semaines d'âge, d'accord? Et ici, toute la population de poulets qui sont à nos mains. Et le sélectionneur, ce qu'il fait, il prend 10% des meilleurs poulets qu'il a en main. Et cela, il les fait grandir, il construit de nouveau une nouvelle population dont la moyenne n'est plus ici, mais elle se trouve là. Maintenant, nous parlons d'une seule qualité qui a été sélectionnée de façon artificielle, c'est la vitesse de croissance. Mais il faut nous rappeler maintenant, et je reviens quelques pas en arrière, que quand nous avons sélectionné pour cette qualité de croissance, nous avons oublié en route, oublié entre guillemets évidemment, en route, parce qu'il est très difficile de sélectionner pour plus d'une qualité. Et
Nous avons oublié, par exemple, la sensibilité aux maladies ou la résistance aux maladies, chose qui a peut-être diminué. Et de fait, nous voyons quand nous faisons d'élevage par rapport à il y a 30 ans, par exemple, les poulets d'aujourd'hui sont beaucoup plus sensibles à certaines maladies, pas à toutes, mais de toute façon, en élevant et en sélectionnant vers la croissance rapide, nous avons augmenté la sensibilité des poulets de chair soit à des maladies, soit aux conditions ambiantes. Maintenant, quand nous parlons de poulailler et poulailler d'aération naturelle, nous devons parler tout d'abord de densité. D'accord? Et densité selon les conditions normales et selon les conditions locales et les conditions ambiantes, c'est-à-dire température, humidité, la qualité des aliments et évidemment, comme je l'ai dit, le marché même, et nous allons tout de suite y toucher. Faute d'infrastructures, c'est-à-dire dans un village africain éloigné du centre, problème d'électricité et main-d'œuvre capacité beaucoup de fois. Donc, le choix doit être évidemment poulailler d'aération naturelle et il est toujours préférable d'avoir plusieurs petites unités à une seule grande. Et de ça, nous avons discuté, nous n'allons pas reparler de ça. Et le premier avantage de petites unités, qu'elles sont toujours mieux aérées qu'une seule grande de la même surface. Et ici, nous repassons de nouveau les différents poulaillers. Alors, vous voyez, en Afrique, étant donné qu'il fait chaud et humide, le poulailler à toiture haute est préférable à des poulaillers à toit bas. Et j'ai été demandé la semaine passée quelle est la hauteur de poulailler d'aération contrôlée en tunnel, aération en tunnel ici en Israël. Alors, au centre, la hauteur est de 3,5 mètres, 3,10 mètres. Et des côtés, c'est-à-dire de ce côté-là, là où se trouvent les panneaux, et je le montrerai tout de suite, la hauteur est d'environ 2,20 mètres. Alors, il y a un angle, en fait, vis-à-vis du sol. Autre chose que nous devons tenir en compte quand nous faisons un élevage de poulets, surtout en hiver ou dans les saisons froides, c'est la possibilité de faire des chambres ou des cloîtres, répartir le poulailler en chambres et en cloîtres, très, très efficace, très, très bien. Et tout de suite, nous allons parler des avantages de ça. Et ici, vous voyez un poulailler d'aération contrôlée, aération en tunnel. L'air entre de ce côté-là est aspiré par ces ventilateurs. Et dans ce cas-là, l'éleveur a préféré de ne pas diviser le poulailler en cloître. Et une des raisons, c'est que dans un grand poulailler tel que celui-ci, commencer à répartir le poulailler en cloître exige beaucoup de travail, main-d'œuvre. La main-d'œuvre ici en Israël est très, très chère et donc on se débrouille de cette façon sans ces cloîtres. Mais dans des petits poulaillers d'aération naturelle, un grand avantage, beaucoup de fois, tout de suite je vous le montrerai. Et voici donc de nouveau, quand nous parlons d'aération naturelle, surtout en Afrique, surtout dans des régions chaudes et humides, le toit haut, nous en avons parlé, mais aussi bien aéré. Ceci n'est pas un bon poulailler. C'est peut-être une bonne maison dans un pays froid, pas un poulailler pour un pays chaud et humide. Les fenêtres sont très petites, très fermées et pas bien aérées.
Et ici, vous voyez donc un exemple d'un poulailler dans une région et dans une zone froide. Vous voyez le toit pas trop haut, bien fermé, avec des bâches qui peuvent être descendues pour pouvoir aérer ou fermées pour conserver la chaleur et économiser les dépenses de chauffage. Un autre exemple de poulailler d'aération contrôlée maintenant, c'est l'aération d'extraction d'aération en largeur ou d'extraction en largeur. Et vous voyez, l'air frais entre de ce côté-là, fait un cercle ici, un autre cercle et est extrait par des ventilateurs tout au long du poulailler. Et un de ces problèmes, et nous en avons parlé la dernière fois, c'est le fait que le poulailler, il y a des zones dans ce poulailler qui sont moins aérées ou moins chauffées que d'autres. Donc, un problème d'uniformité qui est moins un problème quand nous parlons d'un poulailler d'aération naturelle. L'uniformité d'aération dans ce poulailler-là est beaucoup meilleure à l'uniformité dans un poulailler pareil ou même dans un poulailler d'aération naturelle et d'aération contrôlée en tunnel. Et vous voyez, quand nous parlons d'aération en tunnel, nous parlons de poulailler ici en Israël, l'optimum qui est en fait un compromis, c'est 14 mètres de largeur sur moins de 150 mètres de longueur. Et de ce côté, et de ce point, et en ce qui concerne ce poulailler, l'air entre de ce côté-là, par des panneaux et de refroidissement, tout de suite nous allons le voir, est aspiré tout au long du poulailler par ces ventilateurs-là. Et donc ici, l'air qui rentre, supposant que nous parlons d'un pays chaud, et l'air ici a une certaine température qui peut être ici au niveau de ces ventilateurs, étant donné qu'il passe tout au long du poulailler, peut arriver à plus de 8 degrés, ce qui veut dire que les poulets de chair qui se trouvent ici ont beaucoup plus de chaleur et d'humidité que les poulets. Est-ce qu'on pourrait mettre en mute le microphone? Merci. Alors donc, une des raisons de plus pourquoi ne pas construire un poulailler de plus de 150 mètres, préférable moins, pour diminuer le problème d'uniformité entre ce côté-là et ce côté-là du poulailler. Ce que nous faisons ici en Israël, c'est en général une bande de séparation, pas en général, ça se fait parfois en Israël, une clôture ici. De ce côté-là, on élève les mâles, de ce côté-là, on élève les femelles. Ça veut dire qu'on doit sexer les poussins au couvoir, chose qui coûte en plus, et en général, on essaye d'éviter ça. Et voilà donc un autre croquis qui nous montre comment le passage de l'air dans un poulailler d'aération est contrôlé en tunnel, le panneau de refroidissement qui se trouve ici et l'air qui est aspiré tout au long du poulailler. Autre zone avec un problème d'uniformité d'aération, c'est ici au centre entre les deux panneaux parce que les deux côtés de panneaux de refroidissement, parce que l'air fait un tournant ici et cette zone-là est moins aérée que cette zone-là. Alors, vous voyez, chaque poulailler a ses problèmes et c'est pour ça que je vous rappelle toujours ne pas négliger les poulaillers d'aération naturelle. Ils sont beaucoup plus uniformes et si ils sont bien gérés, on peut avoir de très bons résultats. Et voici une photo d'un élevage dans un poulailler d'aération naturelle. Vous voyez
les bâches sont fermées et donc il est obscur. Alors non seulement les ventilateurs utilisent beaucoup d'électricité, mais la lumière parce que l'éclairage se fait tout au long de l'élevage. Chauffage. En ce qui concerne le chauffage, nous devons arriver à une température ambiante au niveau du sol de 30 à 32 degrés avant l'arrivée des poussins. Et il est très, très important de chauffer le poulailler quelques heures, et je dis quelques heures et pas une journée entière, quelques heures avant l'arrivée des poulaillers pour arriver à une bonne température, de telle sorte que dès que les poulaillers arrivent, ils se sentent bien et ils commencent à manger et à boire et à s'éparpiller parmi le poulailler même. Et je vous rappelle, c'est important aujourd'hui beaucoup plus parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour arriver au poids que nous voulons. Je vous rappelle, l'élevage aujourd'hui ne se fait pas à 8 semaines comme était le cas quand j'ai commencé à travailler en 1990. En 1990, on envoyait les poulets de chair à l'abattoir à l'âge de 8 semaines et on arrivait à peine à 2 kilos. Ceux qui arrivaient à 8 semaines, 7 semaines et demie à 2 kilos et de poids moyen, poids vif, étaient considérés comme de très bons éleveurs. Et aujourd'hui, on peut arriver à ce poids-là à 4 semaines d'âge pour les mâles. Et il ne faut pas être un éleveur très formidable, ça se fait automatiquement du moment que nous avons de bonnes conditions ambiantes, des bons aliments et pas de problème de maladie. Et la température est surtout importante, évidemment, en saison froide. Et comme je vous l'ai dit, ça se fait parfois dans des poulaillers d'aération contrôlée, mais beaucoup plus fréquent dans des poulaillers d'aération naturelle. Après avoir fermé le poulailler, former des cloîtres autour des radiants pour les premiers jours pour rendre le chauffage plus effectif. Mais ceci a d'autres avantages dont je vais parler tout de suite. Et si nous avons un poulailler d'aération naturelle et qu'il fait vraiment très froid, pour améliorer l'effet du chauffage, beaucoup de fois, les gens et les éleveurs créent une sorte de tente dans le poulailler même, autour de ces cloîtres même, ce qui rend plus effectif le chauffage. Et je vous rappelle, un chauffage effectif, ça veut dire que nous économisons le coût de chauffage aussi, et non seulement pour les poulaillers, et le but est, en fin de compte, de gagner de l'argent. Beaucoup d'éleveurs ici en Israël tentent surtout en hiver à chauffer le poulailler à 35 degrés. C'est inutile, c'est pas la peine, on perd 2 fois de l'argent. Une fois parce que nous brûlons trop de combustible et combustible, c'est-à-dire du gaz en général, ce qui veut dire que nous brûlons de l'argent. Deuxièmement, s'il fait trop chaud dans le poulailler, et je vous rappelle, les poussins ont besoin de 30 à 32 degrés, pas 35. À 35 degrés, ils souffrent, ils allaitent parce qu'ils ont trop chaud, et non seulement ils gaspillent de l'énergie en allaitant, et deuxièmement, ils ne vont pas manger, et s'ils ne mangent pas, nous perdons de nouveau 1 jour, 2 jours d'élevage, ça coûte de l'argent. Alors, ne pas surchauffer. Si un poussin a besoin de 30-32 degrés de température, ça c'est la température qui doit être dans le poulailler au niveau des poussins, pas en haut. Et après la première semaine, il est conseillé de réduire la température de au moins 1 degré
par semaine selon le comportement des poussins. Évidemment, s'ils sont malades, alors ne pas le faire. Et en ce qui concerne le comportement des poussins, je vais montrer tout de suite comment ça se fait. Et surtout, malgré le chauffage, malgré le coût des combustibles, etc., aérer le poulailler, même en saison froide, plus ou moins, mais aéré. Parce que l'ammoniac qui se trouve dans le poulailler est un gaz qui est plus lourd que l'air et donc il tend à se concentrer au niveau des poussins. Il faut dégager ce gaz pour ne pas créer des problèmes aux poussins et donc aérer. Et après l'âge de 4 à 6 semaines, laissez la température entre 22 et 24 degrés, même 20 degrés, c'est suffisant. S'ils ont froid, ils vont s'accumuler et dans ce cas-là, nous pourrons augmenter, mais ne pas, de nouveau, ne pas surchauffer le poulailler et agir selon le comportement des volailles. Et si nous faisons un élevage qui est plus lent, évidemment, des souches à croissance plus lente, dès l'âge de 6 semaines, 20 degrés sont largement suffisants pour les poussins. Et je vous rappelle, nous les considérons comme des adultes parce qu'ils sont emplumés, etc. Mais en fait, ce sont des poussins de 6 semaines. Ils arrivent à l'âge de maturité sexuelle à environ 20 semaines. C'est-à-dire que ce sont encore, même à 6 ou 8 semaines, ce sont encore vis-à-vis de nous des bébés, des petits poussins qui sont grands, mais encore des poussins et il faut tenir ça en compte. Maintenant, en ce qui concerne le chauffage, voilà comment nous considérons est-ce que nous chauffons comme il faut ou pas. Ça peut être dans les cloîtres, ça peut être dans le poulailler même, dans un grand poulailler complètement ouvert. Vous voyez là les poussins, comment ils sont répartis dans l'espace, dans la surface du poulailler. Et ça, c'est le but que nous devons aspirer, une bonne température, et là où nous voyons les poussins bien répartis sur toute la surface du poulailler. Autre chose que nous pouvons et que nous devons faire attention, c'est le fait que s'ils piaillent trop, c'est-à-dire qu'ils sont dans une situation inconfortable, ça peut être parce qu'ils ont faim, ça peut être parce qu'ils ont soif, ou ça peut être parce qu'ils ont froid ou trop chaud. Alors, toujours écouter avant même d'entrer dans le poulailler, toujours essayer de voir si nous entendons des bruits de piaillement ou pas vis-à-vis des poussins. Et voici de nouveau le chauffage. Et je parle beaucoup de chauffage parce que c'est une question qui est très, très importante à la fois pour le début et pour la suite. Et deuxièmement, comme je vous l'ai dit, si on surchauffe, on perd de l'argent. Alors voilà donc la hauteur du radiant dans ce cas-là au-dessus des poussins. Et voilà une photo d'un poulailler où on a créé un cloître. Et de ce cas-là, ce cloître-là est effectif pour deux raisons. Une, parce que les poussins ne se perdent pas dans toute la surface et ils sont concentrés dans la zone chaude d'un côté. Deuxièmement, on économise de l'énergie, c'est-à-dire des aliments, parce que s'ils ne marchent pas dans tout le poulailler, ils se concentrent ici, ils marchent moins, ils ont moins de problèmes à trouver les abreuvoirs et les mangeoires, et de cette sorte-là, nous économisons de l'énergie qu'ils dépenseraient s'ils devaient se tourner dans tout le poulailler même. Et ceci, peut-être, n'est pas très important quand nous avons un petit poulailler de 500
sujets, mais quand nous avons 10 poulaillers de 500 sujets, ça commence à devenir une dépense inutile. Et voilà ici de nouveau un poulailler d'aération contrôlée, une grande surface. L'éleveur a décidé d'économiser à la fois des dépenses d'énergie pour chauffer et deuxièmement d'énergie dépensée par les poussins pour chercher les mangeoires et les abreuvoirs. Il les concentre ici et au fur et à mesure qu'ils grandissent, il éloigne le cloître qui se trouve ici. Il peut mettre un rideau en nylon ici, une bâche pour fermer ça et pour mieux fermer ça aussi. Et voici un autre exemple de cloître pour les petits poussins au début. Et vous voyez comment de cette façon-là, par le chauffage, nous contrôlons la zone où se trouvent les poussins d'un côté et deuxièmement, nous pouvons leur rendre la vie plus facile en trouvant les abreuvoirs et les mangeoires même. Et un autre exemple. Et je vous montre ça beaucoup parce que je trouve ça d'un côté très efficace, deuxièmement très économique et pour la suite de l'élevage, c'est très important parce que s'ils commencent du pied droit, de cette façon-là, ils sont bien chauffés, bien nourris, bien alimentés et donc ils vont continuer leur croissance de façon beaucoup meilleure dans la suite. Évidemment, il faut faire attention parce que chaque quelques jours, il faut agrandir cet espace. Autrement, la densité va être très grande d'un côté et deuxièmement, par la suite, nous allons créer des problèmes de litière humide avec beaucoup d'ammoniac et j'en ai parlé déjà, ce n'est pas très favorable pour les poussins et donc agrandir ces cloîtres jusqu'à les éliminer tout à fait. Ils sont très importants surtout en saison froide, moins importants pendant les saisons chaudes. Et voilà un autre cloître. Alors donc, nous y sommes là. Et ici, de nouveau, un grand poulailler, aération et contrôlée. Et vous voyez une autre sorte de cloître, même en été, très favorable pour les premiers jours, pour ne pas avoir la dispersion des petits poussins. Ils ne se perdent pas dans ce grand espace auquel ils ne sont pas habitués. Et donc, ils se concentrent autour des abreuvoirs et des mangeoires. De cette façon aussi, ils apprennent à manger et à boire, et où se trouvent les abreuvoirs, etc. Très, très efficace. Je suis toujours en faveur. Je vous explique, je vous rappelle ici en Israël, ce n'est pas très fréquenté parce que ça exige beaucoup de main-d'œuvre qui est très, très chère en général. Et donc, en Afrique où la main-d'œuvre est beaucoup moins chère, très favorable, même dans des petits poulaillers. En ce qui concerne les mangeoires, alors nous avons les mangeoires manuelles et cette sorte de mangeoire qui n'est presque plus utilisée, surtout pour des poulaillers de grande surface parce qu'ils se vident très vite et il faut les remplir fréquemment. De nouveau, beaucoup de travail et il faut tâcher d'entrer le moins possible dans le poulailler. C'est-à-dire, moins possible, ça ne veut pas dire plusieurs fois par jour, mais moins possible, ce n'est pas toutes les demi-heures pour remplir ces sortes de mangeoires. Par contre, ceux-ci sont très efficaces et ils sont utilisés dans des poulaillers d'essai gérés par des provendries ici en Israël. Et nous avons les mangeoires automatiques qui sont utilisés en ligne et ici en Israël, surtout dans les poulaillers de grande envergure, c'est-à-dire des poulaillers d'aération contrôlés. Aujourd'hui, pour l'élevage de poulets de chair, on utilise presque carrément le système d'aération en tunnel et donc des espaces de 140
mètres de longueur sur 14 mètres de largeur, ça nous fait presque 2000 mètres carrés. Nous avons besoin de systèmes automatiques. Et vous voyez 3 lignes de mangeoires réparties sur 14 mètres de largeur. Et voici donc ce poulailler et une photo de ce poulailler. 3 lignes de mangeoires en général sur 14 mètres de largeur. Quand nous arrivons à 15 mètres de largeur, ce qui n'est pas suggéré comme je vous l'ai dit, et nous devons déjà une 4e ligne de mangeoires. Et ici, de nouveau, ces petits poulaillers qui sont très, très efficaces et très rentables. Ne pas négliger ce sort de poulailler. Et vous voyez ici, c'est un poulailler d'expérimentation d'une usine d'aliments, une provenderie ici en Israël. Et ils n'ont pas honte d'utiliser ces mangeoires-là. Évidemment, dans ces cloîtres-là, on a une densité assez basse par rapport à l'élevage intensif, mais ça nous donne quand même une bonne indication. Et donc, ne pas négliger ça. En ce qui concerne les mangeoires, vous voyez ici un autre poulailler, pas ici en Israël, mais les mangeoires manuelles, automatiques et en forme de cloche. Et la hauteur du mangeoire doit être pas sur le sol, mais à la hauteur du jabot des poulets. Et dans ce cas-là, beaucoup moins d'aliments sont dispersés sur le sol et les aliments, c'est une dépense très, très élevée et un pourcentage assez élevé du coût de l'élevage. Et donc, pour économiser ça c'est la hauteur suggérée pour les mangeoires, la hauteur du jabot. Les éleveurs, surtout ici en Israël, ont toujours peur que c'est beaucoup trop haut et ils ne vont pas pouvoir manger. Au contraire, c'est beaucoup plus simple pour eux que quand les mangeoires se trouvent par terre ou plus bas que ça, d'un côté. Et deuxièmement, comme je vous l'ai dit, ça nous économise les dépenses d'aliments parce que quand les mangeoires sont trop bas et qu'ils n'arrivent pas à manger aisément, ils commencent à disperser, éparpiller les aliments sur le sol. C'est des aliments qui se perdent, c'est de l'argent qui se perd. En ce qui concerne les abreuvoirs, nous avons ces 2 systèmes-là qui sont utilisés surtout pour le démarrage, c'est-à-dire pour la première semaine. Ici en Israël, on n'utilise presque pas ça. On peut se débrouiller même au début pour le démarrage avec ces abreuvoirs-là en cloche. On les met assez bas et les poussins apprennent à boire. Et une chose très favorable pour ces sortes d'abreuvoirs vis-à-vis de ces abreuvoirs pour le démarrage, c'est qu'ils sont toujours pleins d'eau d'un côté et deuxièmement, ils apprennent à boire de ces abreuvoirs dont ils auront besoin quand ils seront plus âgés. Et vous voyez ici les mangeoires manuels que je n'aime pas parce qu'ils se vident très vite et donc pas très efficaces à mon avis, mais chacun fait son choix. Et deuxièmement, les abreuvoirs en cloche, vous voyez, et je vous montrerai à quelle hauteur ils doivent être tout de suite. Et vous voyez les mangeoires qui ne sont pas sur le sol, ils sont au niveau du jabot des poulets pour ne pas dépenser trop d'aliments sur la litière, ne pas trop gaspiller. Maintenant, j'ai été posé la question la fois passée, quelle est la distance entre les abreuvoirs? Parce qu'en général, les abreuvoirs, comme vous voyez, sont en ligne beaucoup de fois. Ici, des lignes d'abreuvoirs, ici, des lignes de mangeoires. Alors, quand ils sont alignés de cette façon-là, la distance entre chaque abreuvoir de cette sorte
soit cette cloche-là ou soit cette cloche-là, doit être environ de 1,5 m, pas plus, et ne pas dépasser les 2 mètres de distance entre chaque abreuvoir quand nous avons affaire à des lignes d'abreuvoir. Évidemment, nous pouvons placer les abreuvoirs entre les mangeoires et de cette façon créer un ensemble de ça. Et dans ce cas-là aussi, ne pas dépasser le 1,5 m, 2 mètres de distance entre abreuvoir et mangeoire. Je préfère toujours aligner les abreuvoirs en une ligne et les mangeoires en une ligne. De cette façon, nous créons moins de problèmes, mais c'est valable aussi. Et voici de nouveau des abreuvoirs en cloche qui sont très, très efficaces et ils ont un avantage très grand sur les tétines dont nous allons parler tout de suite, surtout dans des pays chauds parce que le débit d'eau des tétines pour l'élevage de volailles en pays chauds n'est pas suffisant. Si ce n'est pas suffisant, ils ne boivent pas assez. S'ils ne boivent pas assez, ils ne mangent pas assez. S'ils ne mangent pas assez, ils ne grandissent pas à la vitesse que nous voulons ou bien d'autres problèmes. Évidemment, la sensibilité aux maladies et au stress augmente et voilà un cercle vicieux qui se forme du moment que nous avons des tétines. En pays chaud, dans un poulailler d'aération naturelle, cloche, pas tétine, cloche, beaucoup meilleur, débit d'eau beaucoup meilleur, etc. Quelle hauteur doit être les cloches? Elles doivent être placées de façon à ce que le bas des cloches soit 1 cm au-dessus du dos des volailles. De cette façon, ils peuvent passer en dessous et nous créons de cette forme une surface plus grande disponible pour les volailles. Et dans des pays chauds, beaucoup de fois, ils tendent à se placer au-dessous de ces cloches car il fait moins chaud et encore un avantage pour ça. Et de nouveau, ne pas être effrayé de la hauteur des cloches. Le cou des volailles est très long et la façon dont ils boivent est pas en aspirant, mais en faisant glisser l'eau de haut en bas. Ils n'ont pas la possibilité d'aspirer parce qu'ils ont un bec, ils n'ont pas des lèvres comme nous et donc ils ne peuvent pas former un vide pour aspirer l'eau. Ils doivent se fier à la nature. Et plus les abreuvoirs sont hauts, plus il leur est facile de boire et donc ne pas hésiter et ne pas avoir peur d'élever les abreuvoirs. Deuxièmement, s'ils sont assez hauts, dès qu'ils sont plus hauts que le dos des volailles, ils peuvent passer en bas sans secouer les abreuvoirs. Quand les abreuvoirs sont secoués d'une raison ou pour une autre, l'eau s'éparpille sur la litière est mouillée, litière mouillée, humide, crée beaucoup d'ammoniac, crée des pathogènes et voilà de nouveau un cercle vicieux qui crée des maladies, des problèmes de croissance, mortalité, perte d'argent. Et je vous rappelle, quand j'ai commencé la présentation aujourd'hui, je parlais de gestion du poulailler qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rentable, simple et que traiter des maladies. Alors, quand je parle de gestion du poulailler, alors je parle de chauffage, je vous rappelle de nouveau, chauffage, d'accord, aliments et mangeoires à la bonne hauteur et de même pour les abreuvoirs. Des choses très simples, mais qu'on oublie toujours de faire. Et je vous rappelle, ces volailles, ces poulets-là, et leur croissance est très, très rapide. Ça veut dire que si à une semaine, ils étaient presque au niveau du sol, à l'âge de 2 semaines, ils doivent déjà être beaucoup plus hauts. Je ne parle plus de l'âge de 4 semaines et au-delà.
Et ceci est très important à la fois pour les mangeoires, pour les abreuvoirs, pour conserver la litière sèche le plus possible. Un autre système d'abreuvoir que nous avons ici en Israël, surtout sur les poulaillers de grandes envergures, c'est les tétines. C'est le système de choix ici en Israël à cause de problèmes de main-d'œuvre, parce que ces abreuvoirs-là exigent un nettoyage à la fin de l'élevage qui demande de la main-d'œuvre, ce qui n'est pas le cas dans plutôt beaucoup de main-d'œuvre, ce qui n'est pas le cas dans ce système-là. Et il faut avoir une main-d'œuvre expérimentée pour gérer ça. Et une des raisons pour lesquelles ce système a été choisi, c'est pas seulement à cause de l'économie de la main-d'œuvre, mais aussi par le fait qu'ils sont supposés créer moins de problèmes d'humidité dans la litière, malgré que, je vous répète, si bien gérer ces cloches-là, nous pouvons finir un élevage de poulets de chair avec la litière tout à fait sèche. Et je l'ai fait. Et donc, ces abreuvoirs-là, comme dit, ont été choisis par beaucoup d'éleveurs à cause du fait que on est supposé avoir une litière plus sèche, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, tout d'abord, pour la gestion, vous voyez ici la hauteur qui doit être augmentée chaque fois, à chaque étape de l'élevage, 2 ou 3 fois par semaine. Il faut élever ça pour qu'ils puissent boire en dessous et pas du côté. Et s'ils boivent du côté, beaucoup de gouttes s'échappent en bas, ce qui crée de nouveau de l'humidité dans la litière. Humidité dans la litière, ammoniac, pathogène, maladie et cercle vicieux qui ne se termine pas. Et donc, vous voyez cette histoire-là de les tétines, on arrive à une litière plus sèche, n'est pas toujours le cas. Et malheureusement, je le dis ici maintenant, dans beaucoup de poulaillers ici en Israël, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que la gestion de ces tétines n'est pas assez bonne. De nouveau, à cause du fait que si ça va être trop haut, ils ne vont pas pouvoir boire. Et je vous rappelle de nouveau, au contraire, plus les abreuvoirs sont hauts, peu importe si ce sont des tétines ou des cloches, la façon de boire et les problèmes de boisson sont beaucoup diminués pour les poulets parce qu'ils ne peuvent pas aspirer de l'eau de bas en haut. Densité. Alors, en ce qui concerne la densité, nous avons plusieurs façons de déclarer et de définir la densité. Un par abreuvoir. Quand nous parlons d'abreuvoir en cloche, nous parlons de 50 à 60 sujets par abreuvoir. Oubliez le 65, 50 à 60. Quand nous avons affaire à un pays chaud, nous allons plus vers le numéro 50, le nombre 50. Quand nous avons une saison moins chaude ou un pays moins chaud, 60. L'investissement dans les abreuvoirs n'est pas un problème. On dit toujours que beaucoup d'abreuvoirs, c'est une litière plus humide. Non, si les abreuvoirs sont bien gérés comme je viens de le dire. Mangeoires, supposant que nous avons affaire à des mangeoires en cloche tels que je vous ai montré tout à l'heure, de nouveau 50 à 60 sujets par mangeoire. Et une autre définition de densité, évidemment, c'est la surface. La surface et la densité par surface est selon la sorte de poulailler. Quand nous avons un poulailler d'aération contrôlée, nous pouvons à la rigueur, si bien géré, augmenter un peu la densité. Mais quand nous parlons de poulailler d'aération naturelle,
évidemment, nous devons nous fier aux conditions ambiantes et dans ces cas-là, en général, la densité est plus petite, plus basse. Ça ne veut pas dire que nous allons gagner pour autant moins d'argent. Parce que je vous rappelle, moins d'investissement ici dans les conditions, dans les poulaillers d'aération naturelle, pas besoin d'électricité, pas besoin de ventilateur, pas besoin d'éclairage pendant toute la journée, etc., etc. Ne négligez pas les poulaillers d'aération naturelle. Ils sont très, très rentables et combien gagner, etc., nous allons tout de suite en parler. Maintenant, densité par mètre carré. Et en général, on parle de sujet par mètre carré, mais je pense, à mon avis, que c'est faussement fait. Il faut parler, et c'est une chose que je faisais avec les aviculteurs que je suivais, nous devons parler de kilogrammes de poids vif par mètre carré. Et à tout moment donné, nous ne devons pas dépasser les 30 à 35 kilogrammes par mètre carré. Ça ne veut pas dire qu'à la fin de l'élevage, nous n'allons pas avoir une production de 40 ou 41 kilogrammes par mètre carré. Comment ça se fait? Tout de suite, je vais expliquer. Mais quand nous parlons de poulailler d'aération naturelle, 10, ici c'est écrit 13, je préférerais 12 sujets par mètre carré. Mais la limite de 30 kilos par mètre carré doit être conservée dans ces cas-là aussi. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons arriver à une production de 40 ou 41 kg par mètre carré? Du fait que, surtout dans des poulaillers d'aération contrôlés en tunnel ici en Israël, surtout, et là, les éleveurs élèvent un nombre et arrivent parfois à 16 ou 16,5 sujets par mètre carré, et à l'âge de 35-38 jours, des femelles sont envoyées à l'abattoir de cette sorte que après cet envoi-là, nous restons avec beaucoup de mâles et beaucoup moins de femelles, mais nous restons toujours dans la limite de 30 à 35 kg par mètre carré parce qu'une partie du tonnage de viande vive a été déjà envoyée. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a un marché de volailles de petits pois, comme je vous l'ai dit ici en Israël, qui n'est pas très grand. Et pour eux, une partie des volailles est envoyée à l'abattoir à un poids de 1,8 kg, 2 kg au maximum. Et le reste du poulailler reste jusqu'à l'âge de 40-42 jours. Maintenant, en ce qui concerne la densité, et c'est là, et ça nous ramène de nouveau au chiffre de 30 à 35 kg par mètre carré. Si le marché est de volailles de petits pois, c'est-à-dire au maximum 2 kg, nous pouvons placer plus de sujets par mètre carré. Quand nous parlons d'un marché qui veut des poulets de 2 kg et demi, et au marché pas poids vif, nous devons diminuer la densité. Litière. Litière, c'est un des facteurs les plus importants pour la réussite de l'élevage et il est dépendant, comme je vous l'ai dit, des aliments qui sont dispersés dessus, de l'eau qui est dispersée et de la densité de la volaille et évidemment du chauffage, comme nous en avons parlé au début, mais ça a été déjà il y a 1 heure avant, nous avons tout oublié ça évidemment, mais non, nous sommes des éleveurs et nous devons penser tout le temps, à tout moment et à tous ces facteurs-là. Alors, le chauffage qui est mal fait peut créer des problèmes d'entassement de poulet dans un chauffage ou aération, peut créer des problèmes d'entassement de volailles dans un côté du poulailler ou dans d'autres, ce qui crée
des problèmes d'humidité à cette place-là. L'humidité, les bactéries qui se trouvent dans la litière commencent à travailler et à créer de l'azote et de l'ammoniac, ce qui n'est pas favorable pour l'élevage et qui atteint la trachée. Et dès que la trachée est atteinte à cause de l'ammoniac, elle est plus sensible à des infections de bactéries ou de virus. Et nous avons là un cercle vicieux que nous ne pouvons pas arrêter beaucoup de fois. Et donc, de nouveau, la gestion du chauffage, la gestion des mangeoires et des abreuvoirs est très, très importante pour conserver la litière sèche. Deuxièmement, quand elle est trop humide, nous avons des problèmes d'infection des pattes, la pododermatite, l'inflammation des plantes des pattes. Et donc, dans ce cas-là, s'ils ont mal aux pieds, ils ne se lèvent pas pour manger ni boire et nous perdons de nouveau. Et donc, autre chose que nous devons nous rappeler, quand la litière est humide, elle favorise aussi la coccidiose, non seulement les bactéries, et la coccidiose, même si elle ne cause pas trop de mortalité, cause une élévation de l'indice de consommation et une baisse de croissance. Et donc, de nouveau, la litière est un facteur très, très important dans l'élevage même. Et la gestion de la litière, en ce qui concerne quelle litière choisir, en Israël, on n'utilise que des copeaux de bois. La paille n'absorbe pas suffisamment l'eau. Si elle n'absorbe pas l'eau, elle crée de l'humidité. S'il y a de l'humidité, il y a dans la litière, il y a de l'ammoniac, coccidiose, etc., pododermatite. Vous voyez donc à quel point la litière est importante dans l'élevage avicole. Évidemment, elle est influencée, comme je vous l'ai dit déjà, par la densité et l'aération du poulailler même. Voici un poulailler bien aéré. Vous voyez les assiettes qui sont assez anciennes. Et de nouveau, un autre poulailler d'aération contrôlée, aération en tunnel. Dans ce cas-là, ça c'est un principe, un poulailler d'aération contrôlée et aération en tunnel, mais l'éleveur a décidé d'économiser, et je crois qu'il a fait justement, c'est des choses que j'ai toujours proposées aux gens, aux éleveurs ici en Israël, pendant certaines saisons ou pendant certains jours de la semaine, dès qu'il fait suffisamment frais, qu'il y a assez de vent, que le poulailler est bien placé, comme je vous l'ai dit, par rapport au vent, par rapport au soleil, l'axe de longueur est et est-ouest, on peut utiliser les bâches, les baisser un peu, aérer et de cette façon, à la fois aérer, économiser de l'électricité à la fois pour l'éclairage et les ventilateurs. Et ça, nous en avons déjà parlé. Attendez. Et la gestion de la litière, nous en avons déjà assez parlé et nous nous approchons à la fin de notre présentation. Et vous voyez de nouveau les tétines qui sont soi-disant destinées à conserver la litière sèche et vous voyez combien d'accumulation d'eau et l'humidité qui se trouve au-dessous des tétines qui ne sont pas bien gérées. Dans ce cas-là, de nouveau un autre exemple et un autre exemple. Et ce petit coin qui s'accumule et va grandir de plus en plus crée beaucoup d'ammoniac dans l'ambiance du poulailler. Et voici par contre ici les cloches et vous voyez la litière qui est en assez bon état. On pourrait faire mieux, mais quand même c'est bien géré. Et litière humide, nous en avons parlé. Et
elle est causée aussi non seulement par la gestion, mais parfois par des problèmes de maladie, soit des intoxications alimentaires comme un surplus de sel dans les aliments qui causent des diarrhées, des mycoses, pas des choses fréquentes ici en Israël, et intoxication de sel, je viens d'en parler, et parfois il y a des problèmes d'intoxication d'anticoccidiens, des carences ou des surplus de microéléments qui causent des diarrhées. Les diarrhées causent un problème d'humidité dans la litière. Maintenant, c'est une chose que vous ne pouvez pas gérer, évidemment, mais vous devez faire attention à ce qu'il y a quand il y a des diarrhées et voir quelles sont les raisons pour ça. Et voilà des litières très, très mouillées, surtout à cause de diarrhées causées soit par des pathogènes, soit par des raisons non pathogènes, comme je viens de citer. Et autre chose qui crée des problèmes, c'est les entérites, la coccidiose, qui est commencée surtout par une litière un peu humide. Et de nouveau, et au fur et à mesure que le temps passe, les coccidioses créent plus de problèmes d'entérite. Entérite veut dire diarrhée, un cercle vicieux. Et bronchite infectieuse, une maladie virale de la volaille qui est causée par un virus que nous connaissons aujourd'hui qui est très, très fameux dans le monde humain. C'est un virus de la famille des corona et elle atteint beaucoup de fois les reins. Et de même, la maladie de Gomboron, ce n'est pas une leçon pour en pathogène et en médecine vétérinaire, alors donc je ne vais pas élaborer ça. Et donc, les coccidioses causent non seulement des diarrhées, mais aussi de la mortalité, problème d'uniformité dans la bande, croissance diminuée, etc. Et des exemples de coccidiose ici, ça c'est, nous avons affaire à Tenella, ici, et à Necatrix ou Maxima, qui sont plus rares dans l'élevage de poulets de chair, plus fréquents dans les vaches de parentaux ou de pondeuses sur sol. Autre problème que la litière humide crée à cause de l'ammoniac, des problèmes respiratoires accentués, comme je viens d'en parler, la bronchite infectieuse qui attaque non seulement la trachée, mais les reins, mais à la fois la deux, la grippe aviaire et la maladie de Newcastle, la grippe aviaire qui est nommée aussi la peste aviaire et la maladie de Newcastle, la pseudopeste aviaire. Et voilà donc de nouveau un problème dans ce cas-là de bronchite infectieuse qui atteint les reins. Vous voyez, la litière est tellement humide que même les plumes sont souillées de fientes et de litière et les animaux deviennent marrons. Dans ce cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire, sauf essayer d'arriver au maximum possible de litière sèche, c'est en mettant de nouveau des sacs de copeaux de bois. Et voici donc de quoi ont l'air les reins des poussins des volailles atteintes par soit la bronchite infectieuse, soit par maladie de Gomboron. Autre problème quand la litière est humide, c'est évidemment les problèmes de dermatite gangréneuse. Comme vous voyez ici, pas grand-chose à faire, de nouveau des pertes et donc de nouveau, pour éviter tous ces problèmes, gestion comme je viens de le dire. Et ici, un croquis qui nous montre à quel point la litière sèche est importante et de quelle chose elle dépend et influencée pour rester sèche, l'humidité évidemment, le climat. En hiver, étant donné que le poulailler en général est moins aéré
et donc l'humidité s'accumule dedans, les problèmes des aliments parfois, et je ne sais pas à quelle fréquence ça arrive chez vous, mais ici en Israël, c'est très rare. La gestion du poulailler, comme nous en avons déjà parlé, aliments et la hauteur des mangeoires, des abreuvoirs, et évidemment les problèmes de maladie. De ça, nous allons en parler dans 2 semaines en ce qui concerne les maladies, comment éviter les maladies. Et évidemment, l'uniformité du troupeau qui dépend de la densité. Et comme j'ai déjà dit, la densité non seulement par surface, mais par mangeoire et par abreuvoir. Qualité des aliments, évidemment. Les agents pathogènes qui attaquent à tel âge ou autre les pathogènes, la volaille. Et vous voyez ici des problèmes d'uniformité. Dans ce cas-là, nous avons affaire à un virus qui s'appelle de la famille de Reo, qui cause des problèmes d'uniformité. Et vous voyez déjà à l'âge de l'envoi à l'abattage, c'est-à-dire à 6 semaines, nous avons encore des poussins, des volailles qui ont l'air, celui-ci a 5 ou 6 semaines, celui-ci a environ 4 semaines d'âge. Et de même ici, vous le voyez, dans ce cas-là, ce qui est conseillé de faire, c'est un triage de petits et de grands et élever les petits, pas selon leur âge, mais selon leur taille, leur poids, ce qui veut dire que nous devons leur donner des aliments si nous sommes arrivés déjà à l'âge de 6 semaines, ce poussin-là doit recevoir un aliment de poussin de 4 semaines et pas de 6 semaines comme celui-ci, malgré qu'ils ont le même âge. Et respecter la biosécurité, nous allons en parler dans une prochaine présentation, comme je vous l'ai dit. Et quand je viens en ce qui concerne la solution de l'uniformité, alors triage et séparation, alimentation, et vérifier surtout la quantité de mangeoires et abreuvoirs. Et ceci pour vous dire que j'ai suivi il y a 20 ans, 15 à 20 ans, un poulailler dans la vallée de la Jordanie. Il faisait un élevage de dindons et tout d'un coup, il a décidé de faire un élevage de poulets de chair. Et chaque fois, à chaque cycle, jusqu'à 4 semaines d'âge, tout allait bien. Et dès l'âge de 4 semaines, des problèmes commençaient de mortalité, de maladie, de problèmes de croissance, etc. Et après, je lui demandais toujours, est-ce que tout va bien? Est-ce que tu donnes assez d'aliments, etc. Tout va bien. Et un jour, après le 3e cycle, je lui dis, écoute, viens, je veux te montrer quelque chose. On rentre dans le bâtiment et on commence à compter les abreuvoirs. Et il s'avère qu'au lieu de 60 sujets par abreuvoir, il y en avait 80 sujets par abreuvoir, ce qui est visiblement suffisant pour oui, bonjour, madame. Pour لا سمنو تمير به Amir, tu as été mis sur mute par erreur. أميرة تابع ميوت. Amir? סימנתי לו כמה פעמים, אני מקווה שהוא יראה את זה. אמיר, אתה במיוט עדיין. אוקיי, יופי. À quel point je n'ai pas été écouté? Tu as parlé du fait qu'il y avait en Jordanie 80
80 au lieu de 60 par abreuvoir. Ah, d'accord. Alors, donc, ça va, c'est 1 minute. Et je parlais de suppléments de vitamines ou autres par eau. En général, c'est inutile parce que la quantité de vitamines qui sont administrées par eau est moins de 0,1% de ceux dont ils ont besoin. Donc, pas la peine de gaspiller votre argent sur ça. En général, les vitamines sont suffisantes dans les aliments et beaucoup de fois en surplus. Donc, ne pas investir, ne pas gaspiller votre argent dans cette solution-là qui est toujours suggérée quand il y a des problèmes, ne le faites pas. Piquage et cannibalisme, un problème qui apparaît quand il y a des problèmes d'aération dans le poulailler, quand il manque des aliments ou quand il y a trop de sel dans les aliments d'un côté. Et deuxièmement, autre raison pour le problème de piquage, c'est le fait que l'intensité d'éclairage, soit naturelle, soit artificielle, est trop haute. Ça énerve les poussins et ils commencent à se piquer. Cannibalisme, ça peut arriver à beaucoup de mortalité. Et donc, dans ce cas-là, vérifiez aussi l'intensité d'éclairage, évidemment les aliments. Et merci de votre attention. Ceci est aussi mon adresse mail. Et maintenant, je vais terminer avec la présentation. Nous allons passer, voilà, Tami qui sourit enfin, voilà. Et donc, nous allons passer aux questions. Premièrement, nous allons commencer avec les questions écrites et ensuite, s'il reste du temps et vous avez la patience, par des questions orales aussi. Alors, je suis à vous, Dami. Oh, ok, je vais commencer avec les questions. Alors, concernant la litière, on voudrait savoir quelle est la fréquence de nettoyage des litières. Comme je vous l'ai dit, et je le dirai prochainement pas la prochaine, c'est la rencontre, dans 2 rencontres. Et la litière est nettoyée ici en Israël à chaque cycle, c'est-à-dire le poulailler est vidé de volailles, vidé de litière, nettoyé, vide sanitaire de 10 à 14 jours et un cycle de nouveau. Autrement, nous rentrons dans un cercle vicieux qui veut dire que nous avons des infections qui restent dans le poulailler et qui se renouvellent de cycle à cycle. Ceux qui ne respectent pas le vide sanitaire de 10 à 14 jours au moins ont toujours des problèmes. Les problèmes, ça veut dire qu'on gagne main et jusqu'à la perte. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, très bien. Que faire si la litière est mouillée? Pardon, répète s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on fait si la litière est mouillée? Et il y a deux choses à faire. Une, c'est si elle n'est pas trop mouillée, si l'humidité se trouve dans certains points du poulailler, alors enlever cette litière-là avec la pelle et remettre de la nouvelle litière, des copeaux de bois tout secs. Autrement, si la surface humide est beaucoup trop grande et beaucoup trop compliquée pour enlever la litière qui est humide, ce qui est fait surtout vers la fin de l'élevage, c'est mettre de la nouvelle litière, de nouveaux copeaux de bois au-dessus de la litière humide, aérer le plus possible dans les conditions possibles et vérifier que les abreuvoirs ne sont pas trop bas, ni les mangeoires. Et quand il s'agit de maladies comme la bronchite infectieuse qui atteint de façon très, très grave les reins, dans beaucoup de cas, rien ne sert. Très bien. Alors maintenant, on passe au nettoyage des mangeoires. La question était, est-ce que pour nettoyer les mangeoires et les abreuvoirs, ça se fait à l'eau simple, à l'eau claire, ou est-ce qu'il faut mettre des produits? Si oui, lesquels et à quelle fréquence? Et le nettoyage doit se faire des mangeoires à la fin de l'élevage et tout d'abord avec de l'eau et du savon.
Ça, on commence par ça. Et à la rigueur, avec un désinfectant le plus simple possible, le moins cher possible. Mais de l'eau et du savon, c'est en général suffisant, mais bien nettoyé. Nettoyer, ça veut dire qu'il n'en reste pas de matière organique dessus, d'un côté. En ce qui concerne les abreuvoirs, il est suggéré de les nettoyer pendant l'élevage 1 fois, 2 fois par semaine, c'est-à-dire quand il y a des résidus d'aliments ou de litière qui se trouvent en bas de l'abreuvoir, quand nous parlons des abreuvoirs en cloche, la désinfection et le lavage, de nouveau, se fait juste à la fin du cycle, avec le nettoyage de tout le poulailler et de nouveau de l'eau et du savon, à la rigueur avec un peu de désinfectant très simple, pas trop fort. Est-ce que s'il reste dans les mangeoires des aliments, s'il reste encore des aliments, qu'est-ce qu'on fait avec ces aliments? Il faut les jeter ou on peut continuer à les utiliser pour l'autre cycle? Selon la théorie, pour respecter les règles de biosécurité, et nous allons en parler, et rappelez-moi cette question s'il vous plaît quand nous allons en parler, toute matière organique d'un cycle doit être sortie du poulailler pour ne pas avoir de risque d'infection parce qu'on ne peut pas désinfecter ça. Et de fait, ici en Israël, parfois dans des petits poulaillers, surtout pas dans des grands, ce qu'on fait, c'est qu'on garde dans des sacs loin de la ferme, loin du poulailler, et une partie de ces aliments-là, qui sont des aliments, des rations de fin d'élevage, et nous les donnons à la volaille les quelques derniers jours de l'élevage. De cette façon, les risques d'infection, si jamais ils arrivent, ne vont pas être visibles pendant les derniers jours. Mais ça se fait juste pendant les derniers jours de l'élevage et quand nous savons quand nous allons terminer notre élevage. Très bien. Alors maintenant, on passe à un autre sujet par rapport à la lumière. Est-ce que à la lumière? Oui, d'accord, éclairage. Alors, est-ce que l'éclairage de la lumière a-t-elle un impact sur la production en termes de viande et des œufs? Est-ce que l'éclairage a un impact sur la production? Alors voilà, très bonne question et merci de cette question parce que ici en Israël, l'éclairage dans les poulaillers d'aération contrôlée, théoriquement, doit se faire constamment. Maintenant, nous devons nous rappeler que la volaille que nous élevons se trouve dans une ambiance artificielle. Mais eux viennent de la nature. Et la nature a créé des animaux qui veulent dormir pendant la nuit. Et les éleveurs, beaucoup d'éleveurs, la majorité ici en Israël, sont habitués à éclairer les poussins pendant 23 heures sur 24, ce qui n'est pas normal parce que les poussins, pour bien grandir, ont besoin de bien dormir, comme vos enfants d'ailleurs, comme mes enfants. Ils ont besoin de 8 heures, 10 heures de sommeil pour bien grandir, pour bien apprendre à l'école. Et donc, ce que je suggère toujours et je conseille toujours aux éleveurs, et beaucoup ont décidé à le faire, c'est d'avoir au maximum dans les poulaillers d'aération naturelle un éclairage de 14 heures, pas plus. 14 heures sur 24, parce que les poussins ont besoin de dormir. De cette façon-là, ils ont moins de dépenses d'énergie parce qu'ils ne bougent pas pendant 23 heures sur 24. Ils dorment. Quand ils dorment, ils ne dépensent pas d'énergie d'un côté. Et la plus grande crainte était que les poussins ne vont pas manger assez. Les poussins
sont programmés à manger le plus possible. Et ils savent, après 2, 3, 4, 5 jours, à quelle heure la lumière va s'éteindre dans le poulailler. Réflexe de Pavlov, si certains se rappellent. Et de cette façon-là, chose que j'ai suivie avec les éleveurs même, 1h30, 2 heures avant que l'éclairage s'éteigne, les poulaillers commencent à manger et ils mangent tous. Et je vous rappelle que les poulets de chair, de même que les pondeuses, ont un organe qui s'appelle le jabot, là où ils peuvent entasser des aliments, un réservoir d'aliments qu'ils digèrent pendant la nuit. Et de cette façon-là, nous arrivons à une meilleure uniformité du troupeau, une économie d'énergie du point de vue aliment et une économie d'énergie du point de vue éclairage. Alors, ça, c'est pour les poulaillers d'aération naturelle en tunnel et d'aération contrôlée. En ce qui concerne les poulaillers d'aération naturelle, la même chose. On n'a pas besoin d'éclairage, sauf si le poulailler est fermé pendant des jours très froids et il n'y a pas assez de lumière, soi-disant il n'y a pas assez de lumière, mais si les bâches qui couvrent le poulailler sont transparentes, il y a suffisamment de lumière. Je vous rappelle, le but est de gagner de l'argent, pas de payer de l'argent à la compagnie d'électricité pour l'éclairage. De même que nous nous habituons à un éclairage plus faible ou moins faible, de même pour les volailles. Ils ne doivent pas lire des petites lettres, ils doivent seulement aller manger et boire. Ne pas utiliser d'éclairage artificiel en ce qui concerne l'élevage de poulets de chair. 12 heures, 14 heures d'éclairage suffisent pour manger et boire et économisent des aliments, d'énergie et d'énergie d'éclairage. Ok, très bien. En Israël, quel est le nombre de têtes minimum pour avoir une rentabilité? La prochaine question. Je ne sais pas, je n'ai pas fait le calcul, mais en principe, les éleveurs gagnent. Ça dépend aussi du prix des aliments, du prix du gaz et du prix qu'ils reçoivent au marché. Il y a des contrats, donc dans ce cas-là, le prix est fixe pendant toute l'année, mais il y a des éleveurs qui vendent au marché vif et là, le prix peut varier et il peut arriver, si la dépense, juste pour vous donner une notion, le coût d'élever 1 kg vif de poulet de chair jusqu'à un poids moyen de 2,5 kg, disons, c'est entre 6 et 7 shekels le kilo vif. Maintenant, parfois, le marché vif, ici en Israël, le prix peut arriver à 12 shekels le kilo vif et il peut arriver aussi à 3 shekels le kilo vif. Ceux qui ont un contrat, en général, reçoivent un demi-shekel par kilo envoyé à l'abattoir. Alors donc, voilà la meilleure réponse que je peux vous donner en ce qui concerne ça. Le prix, un instant encore, le prix du poussin est environ 2 shekels et demi, 3. Le prix des aliments, c'est environ 1200 shekels la tonne. Alors, vous pouvez faire le calcul et en moyen, pour avoir une notion, 1,8 kg d'indice de consommation, vous pouvez faire le compte. Mais en général, on gagne de l'argent. Si on est un moyen ou bon aviculteur, on gagne de l'argent, et beaucoup. Et quand est-ce qu'on parle d'élevage de grande ou de petite échelle? Quand est-ce qu'on passe de petite à grande échelle? Et petite échelle, c'est une question historique, mais aujourd'hui, quand nous parlons d'un élevage moyen, d'échelle moyenne, nous parlons de 100 000 poussins par cycle. Et 20 000, c'est déjà petit. Et 20 000, ça va surtout pour le marché vif qui a besoin de moins de volailles. Et en Afrique, les chiffres sont différents, je suppose. Et quand nous parlons d'élevage de grande échelle, je suppose qu'il s'agit de 10 000 sujets.
Ceci était vrai il y a plus de 20 ans, plus aujourd'hui. Aujourd'hui, les unités sont très, très grandes. Les fermes sont maniées par des poulaillers d'aération contrôlés en tunnel, de très grandes unités. 100 000 et 150 000 est considéré un éleveur moyen. Moyen grand, mais moyen, pas grand. Grande échelle, c'est 1 million de sujets par cycle, dans plusieurs zones en même temps. Ok. Après, il y a quelqu'un qui parlait qu'il y a apparemment en Israël une race de poulet sans plumes. Pardon, quelle race Il de disait poulet? qu'il avait entendu qu'en Israël, il y avait une race de poulet qui n'a pas de plumes. Oui, on va en parler et à la fin de ces rencontres, je vais en parler. Ça a été sélectionné ici en Israël, mais ça n'est pas arrivé à un élevage de fait. On n'a pas élevé ça ici en Israël. Ça a été sélectionné, ça a été créé. Je vais en parler lors de notre dernière rencontre. Si ça n'est pas fait, rappelez-moi ça et je vais vous le montrer. C'est un projet qui a été fait par un sélectionneur ici, un généticien ici en Israël avec qui j'ai travaillé, mais qui n'a pas dépassé le stage de recherche. Ok, très bien. Il y a quelqu'un qui aurait aimé avoir un rappel, s'il n'a pas eu l'information. Si tu peux rappeler la quantité d'eau qu'on va donner à un poussin, une poulette ou un coq. Et je ne peux pas donner la quantité en fait parce qu'on ne rationne pas l'eau. Ce que je peux spécifier, c'est que en gros, pour avoir une notion de combien un poulet peu importe si c'est un poulet de chair ou un poussin ou une pondeuse, c'est environ 2 litres d'eau par chaque kilogramme d'aliments. D'accord. Je regarde si on a d'autres questions. Les aliments doivent être constamment dans les mangeoires ainsi que l'eau. Ok. Écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions. S'il y a quelqu'un qui veut peut-être ouvrir son microphone pour poser une question qui n'a pas été posée. Alors, Lara, je t'arrête un moment. J'ai besoin de faire un petit quelque chose, 1 minute, et je reviens, d'accord? D'accord. Alors, pendant 1 minute, vous pouvez réfléchir si vous avez encore une question supplémentaire. Mais on est déjà bien au-delà du temps, même si bien évidemment nous avons pris du retard malheureusement. Mais si vous avez encore une question, écrivez-la dans le chat. Je pense qu'on a quand même plutôt fait le tour des questions. Pour le mail, est-ce que tu peux peut-être écrire le mail de Amir dans le... Oui, je vais écrire, mais de toute façon, vous l'aurez avec la présentation, mais je vais chercher tout de suite, il n'y a pas de problème. Excuse-moi. Oui. Oui. Oh, oui. Je me présente, je suis Zarandri Malala de Madagascar. Donc, pour moi, dans cette formation, est-ce qu'il y aura une possibilité de faire des calculs ou des comptes d'exploitation pour une unité Désolé, je suis à vous de nouveau. Alors, et beaucoup de fois, des éleveurs me demandent des recettes ou des formules comment élever la volaille. Ça n'existe pas. Ce sont des êtres vivants, des animaux qu'on doit suivre et qu'on doit être assez sensible à leur comportement. Et ceci se fait seulement quand nous sommes présents dans la ferme. On ne peut pas faire un élevage de loin, même avec des poulaillers d'aération contrôlée qui sont maniés par un ordinateur. L'ordinateur, comme vous l'avez vu aujourd'hui, Tami ne sourit pas, il peut faillir, comme le mien d'ailleurs. D'accord? Alors, il faut être très, très sensible. Et
une autre chose que je voudrais spécifier, à cause de ça ou grâce à ça, ici en Israël et en Afrique, là où les femmes, et Tammy, tu vas aimer ça, les femmes sont chargées de la gestion du poulailler, ça marche toujours bien, toujours mieux que quand des hommes le font. Alors, et ceci pour nous rappeler que ce sont des animaux. Et les choses varient selon les conditions ambiantes, selon le poulailler, selon la direction, selon la nourriture, parce que nous avons parfois des bons aliments de bonne qualité et parfois de moins bons. Alors, des choses doivent être suivies. Il faut faire la somme et les calculs à la fin de chaque cycle pour essayer d'améliorer dans les cycles qui viendront. Bon, Amir, tu sais, quand tu donnes les compliments comme ça, c'est d'un côté, c'est un compliment, de l'autre côté, c'est... Tu sais comment je fais quand je veux que mon mari Olivier il fait des choses? Je dis, chérie, tu peux nous faire le café parce que toi, tu le fais mieux que moi. Et tu peux étendre la linge parce que toi, tu le fais vraiment bien. Toi, tu sais le faire mieux que moi. Et tu sais est-ce que tu peux arranger tous les achats parce que tu sais que toi, tu es très ordonné et tu le fais mieux que moi. Alors, le fait que les femmes, elles font l'aviculture mieux, peut-être c'est parce que si les hommes, ils essaient... Ils sont plus sensibles aux animaux parce qu'ils sont plus sensibles à leurs enfants aussi. Ils les traitent comme les enfants. Et c'est vrai d'ailleurs. Mais ce n'est pas, je ne dis pas ça pour faire et transformer tous les éleveurs en éleveuses en Afrique, mais pour que les hommes qui sont chargés d'élevage apprennent de leurs femmes. Ah, ok, super. D'accord? Alors là, c'est vrai, tu as raison, je suis contente. Tu es heureuse, pas contente. Heureuse. Ah, ok. Merci, Amir. Merci, Amir. Merci, je voudrais te remercier de notre part et de la part, bien évidemment, de tous les participants. Je vous rappelle donc que la conférence qui a été donnée sera la semaine prochaine sur notre page, sur notre compte de YouTube. Il suffit d'écrire sur YouTube Mashab MATC. Vous aurez accès à la vidéo. Et sous la vidéo, dans la description, on vous mettra le lien pour avoir accès à la présentation en mode PowerPoint ou PDF. Donc, on te remercie, Amir. On espère que vous serez aussi nombreux pour notre prochaine conférence qu'Amir nous donnera sur l'élevage de pondeuses. On vous invite donc à visionner notre conférence enregistrée sur notre chaîne YouTube à partir de la semaine prochaine et de partager l'information autour de vous. Vous pouvez également trouver toutes les informations sur notre site et sur notre page Facebook MATC. Merci à tous et à bientôt. Et on se voit donc la semaine prochaine pour notre 3e conférence sur l'élevage de pondeuses. Au revoir. Au revoir. À la semaine prochaine. Merci, Amir. Et merci à Lara et à Tammy pour nous avoir fait réunir de nouveau. Merci, Amir. À la semaine prochaine. Au revoir, Lara. Oui.